Bonsoir à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'été, notre série en extérieur sur les bords du canal du Midi, ce trésor vieux de 350 ans dont nous vous révélons tous les secrets chaque jeudi, avec un canal qui a toujours un impact économique très important pour notre région. Après Castelnaudary, après Cessac, nous voici ce soir du côté de Capestan. Capestan, son petit port, sa convivialité et puis aussi sa viticulture, le canal et le vin, c'est notre thématique ce soir. Vous verrez qu'il y a des liens très étroits entre ce canal du Midi et les viticulteurs. Vous verrez aussi comment les viticulteurs ont su évoluer à travers une méthode de communication qui a changé à travers les époques. On va vous parler de nos tourismes. On vous fera également visiter les plus beaux domaines de notre région à travers ces châteaux. Il y en a un petit peu partout dans la région. Ce sera tout à l'heure dans notre page spéciale avec nos invités. D'abord, l'actualité des viticulteurs qui grondent et qui ont grondé de tout temps. On va en parler justement dans notre page spéciale ce soir sur le canal du Midi à Capestan. Le vin et ce canal, c'est une longue histoire. Sans lui, d'ailleurs, sans le canal, la viticulture régionale n'aurait pu se développer à ce point. Le vin a été transporté ici grâce à des pinardières. Alors il y a eu des périodes fastes, d'autres un peu moins bonnes. Des vignerons qui de tout temps ont été soumis à de rudes épreuves. C'est en Languedoc-Roussillon que sont nées les coopératives viticoles. C'était au début du XXe siècle. Une aventure qui a pris racine dans un village du Biterrois, pas très loin d'ici, du côté de Maraussan, une petite commune où l'on essaie de garder cet esprit d'avant-garde. C'est un reportage d'Anne-Sophie Mandrou, Nicolas Chataille. La devise s'affiche en grand sur la façade. À l'image des trois mousquetaires, voici l'histoire de quelques hommes qui ont décidé de s'unir un matin de 1901. Leur nom, les Vignerons Libres. Mais ici, vous êtes dans la plus ancienne cave coopérative de France. J'appelle ça le berceau de la coopération parce que c'est là qu'est né, il y a 115 ans, les Vignerons Libres de Maraussan. Ils étaient 117 et ils ont osé mettre le fruit de leur travail ensemble avec eux. Parmi les premiers coopérateurs, le grand-père de Robert. Ces pionniers vont très vite comprendre qu'il faut un lieu pour travailler ensemble et construisent la cave en 1905, encouragés par un visiteur célèbre, Jean Jaurès. Jean Jaurès venait, le 1er 1905, il avait un meeting aux arènes de Béziers, et ce n'est que le lendemain, donc il est venu à Maraussan, voir le chantier de la construction, et il a trouvé ça formidable, quoi. La cave est installée près de la voie ferrée, parfait pour la deuxième bonne idée, le réseau de distribution. 32 dépôts en France et en Belgique. Le vin de Maraussan se vend bien, de quoi passer la crise de 1907 en douceur. Le modèle Hérolté va ensuite faire des petits 80 caves coopératives en 1920. Le mouvement est lancé avant de connaître des hauts et des bas. Aujourd'hui, la cave de Maraussan s'est regroupée avec 7 autres et les 650 coopérateurs sont devenus les vignerons du pays dans ses ruines. Les vieux murs, classés au patrimoine, ne servent plus à grand-chose, enfin pour l'instant. L'idée, avec la communauté de communes, c'est de créer un lieu onotouristique qui permette d'accueillir des passionnés du vin, des gens qui vont découvrir le vin, avec un ensemble de balades autour de cette cave et qui va permettre de faire vivre ce lieu emblématique et historique pour l'ensemble des vignerons du Languedoc. En attendant la réalisation du projet, pas question de s'endormir. Sur les hauteurs du village, Myriam Roussel a repris les vignes familiales et selon elle, le modèle coopératif est loin d'être dépassé. On a besoin d'être ensemble pour unir nos forces, c'est toujours vrai, une réalité. Après, il faut arriver, c'est vrai qu'il y a le côté où il faut être toujours d'accord. Quand on est seul, c'est vrai qu'on fait vraiment ce qu'on veut, mais je trouve qu'on va toujours un peu de l'avant et depuis que j'ai commencé il y a 15 ans et ça nous convient très bien. Sur cette parcelle, Myriam a misé sur le haut de gamme, des efforts salués par le célèbre guide Parker. Elle s'est aussi engagée dans une démarche pour l'environnement, comme plusieurs coopérateurs de la cave, question d'image et d'héritage aussi, dans l'esprit des pionniers de Maraussan. Et si vous êtes des fidèles de ces jeudis sur les bords du canal, vous commencez à bien le connaître. Bonsoir Jacques-André, notre grand témoin, notre historien, on peut le dire. Jacques, on va planter le décor Capestan. C'était quoi à l'époque de Riquet?
Bonsoir Hélène, c'était un charmant petit village comme aujourd'hui. C'est un village, toujours très beau même quand il y a du soleil. C'est un village qui a vécu en fait deux vies. C'était la première époque au Moyen-Âge. Il y avait Cap d'Étang, Cap de l'Étang, donc c'était un étang qui était connecté à la mer et donc qui a permis une expansion relativement importante en termes économiques avec la production de sel. C'était également donc un village où il y avait une résidence d'été des archevêques de Narbonne, donc tout ça une forme de prospérité. Et puis ce village s'est endormi un petit peu. Il a été réveillé par Riquet avec le XVIIe siècle et surtout au XIXe, on va dire 18-19e siècle, avec l'expansion viticole. Bon, Jacques, justement, la viticulture, on en parle. Sans ce canal, la viticulture ne serait pas devenue ce qu'elle est, on peut le dire. Le propre du canal, c'est donc un outil de transport et de commerce, effectivement, et le gros, vraiment en termes de fret, de tout ce qu'on veut, de tonnage, de volume, même d'argent, c'est le vin, c'est l'alcool, alcool blanc et alcool Alors rouge. justement, ça c'est important, c'est important de le dire. Au départ, c'était de l'alcool avant de devenir du transport de vin rouge, c'est ça? Et tout à fait. C'est vraiment important. Tout à fait. On a eu quelques tentatives de transport de vin rouge, notamment avec Gaillac, qui dès le début de la construction du canal, parce qu'en 1669, ça fait 2 ans à peine qu'on construit le canal, on organise déjà du transport. Mais malheureusement, ce vin ne se vend pas, notamment à Bordeaux, parce qu'en fait, il y a un privilège. Et donc, il faut attendre Turgot. Déjà à Bordeaux, on avait un œil très bizarre par rapport au Languedoc. Ouais. Et donc, il faut attendre Turgot 1676 pour que ce privilège soit levé. Et donc, du coup, le vin qu'on transformait en eau de vie, eh bien, il va pouvoir vivre de lui-même. La qualité augmente, il y a une demande. Et donc, effectivement, 18e, 19e siècle, on va avoir donc une connexion directe entre la viticulture et le canal du Midi. Et l'expansion effectivement de cette viticulture dans la région. Merci beaucoup Jacques encore pour ce rappel historique. Alors en même temps que la viticulture voit le jour, il y a des grands domaines aussi, des châteaux sublimes, des châteaux qu'il a fallu entretenir à travers les époques et ça c'est un peu plus difficile à mettre en place. Mais vous allez voir que petit à petit, les jeunes aussi se prennent au jeu. C'est le cas du château de Sériège, il est en cours de rénovation. Petite visite avec Florent Hertmann et Valérie Manabera. C'est un des joyaux du patrimoine biterrois, le château de Sériège, un château inachevé que son jeune propriétaire a décidé de rénover, à commencer par le rez-de-chaussée pour y faire une salle de réception. Depuis toujours, c'est un rêve d'enfant de faire quelque chose dans ce château. Mais j'avoue qu'il fallait trouver la bonne articulation économique. Restaurer un château comme celui-là à fond perdu, c'était pas possible. La demeure est un exemple symbolique de ce qu'on a baptisé les châteaux pinardiers, témoignant des immenses fortunes gagnées à la fin du XIXe siècle. On dit qu'à l'époque, on pouvait construire un château tel que celui-là avec le bénéfice d'une récolte. Donc c'est dire si le vin rapportait beaucoup d'argent à l'époque. Et effectivement, cette période, qui a été une période un peu dure quand même, parce qu'elle a marqué profondément l'image des vins de cette région. Le vin reste l'activité principale du domaine de Sériège, car Barthélemy est d'abord un viticulteur. Son exploitation fut une des plus importantes de la région. Au début du XXe siècle, c'est le début de la crise viticole. Le musée du village conserve les bannières classées monuments historiques qui ont flotté lors des grandes manifestations. Avant la révolte de 1907, les premiers troubles démarrent ici, à Cruzy. Les premières difficultés ont été des difficultés syndicales liées à des licenciements ou des diminutions d'activité, des diminutions de salaire. Ils se sont mis en grève et donc il y a eu des événements, en particulier en 1906, où la gendarmerie, les gendarmes à cheval, ont dû intervenir pour rétablir l'ordre. Durant cette période mouvementée, la propriété n'appartient plus à la famille Dandoc. Elle l'a vendue en 1905, avant de la racheter 5 ans plus tard. Les Dandoc récupèrent également le château inachevé, mais préfèrent habiter à côté. Le grand-père de Barthélemy, lui non plus, n'en a pas voulu. Quand je me suis installé, moi j'étais dans le vieux château qui est beaucoup plus humain, qui est de taille normale. Au grand château là-bas, c'est des plafonds qui sont à 5 mètres de haut, c'est inhabitable. On m'a toujours demandé pourquoi tu n'y habites pas. Je dis mais je ne vois pas comment je pourrais chauffer, ça, je préfère rester ici. Résultat, le château de Sériège, construit en 1884, n'a jamais été habité. En montant au premier, on découvre des pièces en chantier depuis plus de 130 ans.